Bonjour, bonjour à tous, bienvenue ici en direct du studio de Generali France pour ce nouveau numéro du Grand Quiz Live. Assuré, sur la route, vous assurez tous. Quelques petites excuses à vous présenter, bien sûr, sur ce retard, des soucis techniques, mais ce sont les joies du direct, ici, en plein cœur de Saint-Denis. Voilà, en tous les cas, on va passer un bon moment ensemble et on va parler, vous allez voir, on va beaucoup parler. Pour ce nouveau numéro, on se retrouve chaque année, mais là, on est un petit peu tôt dans la saison. D'habitude, on se retrouve au mois de novembre, mais là, on se retrouve fin mai et vous allez savoir pourquoi dans une seconde. Voilà, pour Generali, vous le savez, être assureur, c'est d'abord savoir anticiper sur les risques, les usages et les besoins. Il ne s'agit pas simplement de signer un contrat ou de régler un sinistre, mais de prévenir, et nous estimons que prévenir fait vraiment partie de notre mission, de notre métier. C'est pourquoi on a lancé ce programme en partenariat de remise à niveau, en partenariat avec Code Rousseau, que vous connaissez tous, si vous avez passé le permis. Code Rousseau, qui est là pour nous faire réviser, qui sera là aussi pour ses conseils et pour les réponses à vos nombreuses questions. Code Rousseau, toujours représenté, et on l'accueille sur ce plateau par Sophie Onfroy, la conceptrice Code Rousseau. On l'accueille tout de suite sur ce plateau. Philippe. Salut Sophie. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Comme vous le disiez Philippe, en fait on se retrouve cette fois-ci au mois de juin. Pourquoi Parce qu'on a décidé de vous parler du départ en vacances. Ça va faire du bien Voilà, à tout tenue le des monde. contracts, on Bah prépare ouais. les vacances. Parce que du coup, avec le temps, ça va faire du bien de parler des vacances. Et il y a tellement de choses à savoir. Donc, on vous a préparé 20 questions. Et vous avez peut-être aussi, vous aussi, plein de questions à nous poser. Donc, en fait, moi, je vous ai préparé 20 questions et vous allez avoir la possibilité de poser vos questions également dans le chat. Alors, certains ont l'habitude, on en est à la 4e émission ensemble, certains ont l'habitude de cette émission-là, savent répondre, mais je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, jeunes conducteurs ou plus anciens, l'émission est bien sûr ouverte à tout le monde, à tous les conducteurs ou même non-conducteurs. Vous avez donc la possibilité de répondre au quiz dans l'onglet quiz. Vous aurez des réponses A, B ou C comme au code, comme lors du code. Et vous avez aussi un onglet chat qui vous permet non pas de répondre à la question, de mettre A, B ou C, non. Sur le côté chat, vous posez votre question. Profitez-en, la conceptrice Code Rousseau est avec nous. C'est elle qui s'occupe de tous ces bouquins, de ces petits bouquins, et des examens aussi. C'est elle qui conçoit toutes les questions. Donc on a la chance de l'avoir sur ce plateau, en partenariat donc avec Generali et Code Rousseau. Donc on va passer vraiment un bon moment ensemble. Voilà, donc à tout moment, n'hésitez pas à poser vos questions. Prenez un petit stylo, une petite feuille blanche, vous notez quand on corrigera les questions si vous avez répondu bien ou mal, comme ça vous permettra de voir à quel niveau vous vous situez sur 20 questions. Sur exactement. 20 questions. Voilà, on peut peut-être commencer. Sachez qu'après après chaque thème, on fera un petit mémo de rappel. On aura l'occasion justement, Sophie nous fera un petit mémo de rappel sur le thème qu'on viendra d'évoquer. Premier thème, on attaque, on a envie de partir en vacances, Sophie. Et oui, il faut charger son véhicule. Et il faut charger la voiture. Et donc, il y a pas mal de règles par rapport au chargement. On ne va pas pouvoir aborder toutes les règles. Quand on s'est dit qu'on allait faire ce webinaire sur le départ en vacances, on ne pensait pas qu'on allait pouvoir aborder autant de choses. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ces petits mémos, histoire de concentrer un peu tous les conseils que je peux éventuellement vous donner avant de partir en vacances. Mais on va parler des choses qui vont vous être pratiques et très réglementaires. C'est pour ça que du coup, on va commencer avec la première question. Si vous êtes tous prêts. Allez, un petit stylo, feuille de papier, et on va répondre dans l'onglet quiz. Voilà, donc là on va parler d'un chargement qui est au-dessus de votre voiture. Est-ce que le chargement peut dépasser l'aplomb, donc l'extrémité avant du véhicule? Oui ou non? Est-ce que le chargement peut dépasser l'aplomb arrière du véhicule? Oui ou non? On commence, donc il y a un combo de bonnes réponses. Est-ce que c'est AC, AD, BC ou BD d'après vous? Est-ce que le chargement peut dépasser l'avant ou l'arrière du véhicule? Donc l'aplomb, on parle bien de l'extrémité. Donc on vous laisse répondre et peut-être que vous aurez des questions suite à ça. Alors, je vous laisse répondre. Alors, je ne vois pas vos réponses. Voilà, déjà, si. ça y est, en progression. Ah, mais oui, d'accord, les gens pouvaient répondre une seule réponse, d'accord, ok. Donc, pour l'instant, vous êtes tous d'accord, il y a une très grande majorité. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal du tout. Allez, on va dire 5.
4, 3, 2, 1. Voilà. Sophie. Eh ben, il y a une majorité de bonnes réponses. Effectivement, vous savez que le chargement ne doit pas dépasser l'aplomb avant du véhicule, donc ça c'est hyper important. Donc l'aplomb, jamais à l'arrière, ça peut dépasser au maximum de 3 mètres. Et n'oubliez pas que dès que ça dépasse 1 mètre, vous devez avoir un dispositif réfléchissant qui doit comporter une lumière et cette lumière doit être allumée si vous circulez la nuit et si vous circulez par temps de pluie par exemple. Donc du coup, l'avant, jamais l'arrière, 3 mètres maximum. Je peux profiter, Sophie, avant que les questions arrivent. Alors, je ne suis pas au courant des questions de Philippe. Je vais poser ma question, mais sur une remorque, est-ce qu'on peut dépasser justement? Sur une remorque, ça sera la même chose. Ça sera 3 mètres maximum. Et si ça dépasse au-delà de 1 mètre de la remorque, il faudra ce dispositif réfléchissant. Merci, Sophie. On passe à la question 2. OK. C'est parti. Question 2. Alors, la question 2, on va parler là aussi du chargement. Et là, c'est un peu compliqué. Si le PTAC de ma remorque est de 600 kg, vous avez acheté une remorque et vous voyez que le poids total autorisé en charge de votre remorque il est de 600 kg. Est-ce que ça signifie que je peux transporter jusqu'à 600 kg de bagages? Oui ou non? Je vous laisse répondre. Alors répondez bien dans le quiz, sur le côté réponse au questionnaire, pas dans l'onglet chat, ce qui est la conversation et les questions que vous voulez nous envoyer. Faites attention. Alors, si le PTAC de ma remorque est de 600 kg... Poids total autorisé à charge, qui a un nouveau nom d'ailleurs. Oui, maintenant ça s'appelle la masse maximale autorisée. MMA. Voilà. D'accord, je ne connais pas. D'accord. Donc on va parler de masse maximale autorisée. Okay. Donc si on voit 600 kg, est-ce que ça veut dire que je peux transporter jusqu'à 600 kg? On découvre un peu les réponses. Oui ou non? Voyons vos réponses. Oui. Bravo. Et bien majoritairement, 84%, vous avez bien répondu, bravo. C'est pas si évident. Effectivement, le PTAC de ma remorque, le poids total maximum autorisé, le poids maximum, c'est la remorque plus son chargement. Donc du coup, si vous avez un PTAC de 600 kg, ça ne veut pas dire que vous pouvez avoir jusqu'à 600 kg de bagages. C'était important d'aborder ça, même si la question était un peu compliquée, en même temps vous êtes super bien sortis. C'est parce que du coup, c'est vraiment éviter les surcharges, c'est très important. Donc consultez bien votre carte grise. Je sais qu'on y fait peu attention, mais du coup, en fait, c'est important de savoir quel poids vous pouvez charger dans votre véhicule. Et je pense surtout aux gens qui sont en camping-car. Donc surtout bien se renseigner, bien peser votre véhicule. Et des fois, on ne sait pas où peser son véhicule. Sachez que dans les contrôles techniques, vous avez possibilité de peser votre véhicule. Vous avez aussi possibilité dans certaines déchetteries. Et c'est hyper important parce que ça a une conséquence sur la distance de freinage, sur la tenue de route, sur la maniabilité. Donc voilà, c'était vraiment important d'aborder ce sujet aujourd'hui avec vous sur le chargement. Ok, question suivante. Suivante. La question 3. Alors, parmi ces commandes, laquelle désactive le radar de recul? Alors peut-être que c'est pas... Oui, présenté comme ça. Comme ça sur votre véhicule, mais ça sera les mêmes petits symboles. Si vous voulez désactiver le radar de recul, ce qui est plutôt bien si vous avez derrière un porte-vélo ou une remorque, est-ce que vous allez utiliser la commande A, la commande B, la commande C ou la commande D? Voilà. Je vous laisse répondre. Répondez bien dans le quiz. Quelle commande A, parmi B, celles-là? C ou D. Et tout de suite, on va découvrir vos réponses. Bravo, hein. Voilà, on est à... Voilà. Ok. On est à... Très large majorité de bonnes réponses. Bravo, 83% répondent D. C'est exactement ça. C'est bien la commande qui désactive le radar de recul. Très important de le faire si vous avez une remorque ou un porte-vélo, comme je le disais tout à l'heure. La A, peut-être que vous voulez que je revienne sur les autres commandes. La A, c'est en fait quand votre véhicule est très chargé, donc c'est en rapport aussi avec le chargement. En fait, l'arrière du véhicule va avoir tendance à s'affaisser, si bien que les feux de croisement vont remonter et risquent d'éblouir les gens. Donc compenser. Exactement. Donc en fait, quand vous êtes à 0 ou 1, c'est que vous êtes peu chargé. Et au maximum, c'est 3. Et 3, c'est quand vous êtes très chargé. Donc la commande A, elle permet de régler la hauteur des feux de croisement. La commande B, elle est assez utile. C'est pour réduire la luminosité du tableau de bord. Donc ça, quand la luminosité du tableau de bord est un peu forte la nuit et ça vous dérange, vous pouvez utiliser cette commande. La commande C, c'est pour désactiver le SP, ce qui évite que l'arrière chasse si on fait un évitement d'urgence. Et la D, c'était le radar de recul. Très bien, très très bien. Petit mémo éventuellement. Pourquoi pas. Pour résumer. Et j'ai une petite question, j'ai une question et une remarque aussi. Concernant les remorques, on remarque trop souvent que les remorques, soyons vigilants, pensons à faire la pression, non pas que de la voiture avant de partir en vacances, mais aussi des pneus de la remorque. Mais oui. Sur l'autoroute, on a tendance à voir beaucoup de remorques sur le bas-côté des fois. Très bonne remarque. Effectivement, souvent on a tendance à vérifier la pression de son véhicule, mais la remorque sert beaucoup moins et des fois, en fait, du coup, effectivement, la pression n'est pas correcte. Donc, très bon conseil, Philippe.
et dans les mémos Sur la sur le chargement. Donc c'est ce qu'on disait, vérifier la charge maximale autorisée du véhicule sur la carte grise, vérifier que vous pouvez circuler avec le chargement que vous avez prévu. Surgonfler les pneumatiques si votre véhicule est chargé. De toute façon, sur le petit autocollant, vous avez un sticker sur votre véhicule qui vous indique les pressions préconisées. Et du coup, notamment, vous avez la pression normale et la pression quand vous êtes très chargé. Idéalement, placer les bagages les plus lourds dans le coffre, parce que du coup, sinon, ça peut devenir un projectile. Ne pas encombrer la plage arrière, parce que mine de rien, vous gênez votre visibilité. Vérifier les poses pour vérifier le bon arrimage du chargement. Vérifier que tout est bien attaché. Il y a beaucoup de vibrations, donc en fait, voilà, c'est très important. On en parlait d'ailleurs, Philippe, avec les gens sur autoroute. Beaucoup de gens qui travaillent sur autoroute, le nombre de vélos qui ramassent, de skis ou de choses comme ça, en fait, c'est énorme. Donc, vérifiez à chacune de vos poses, du coup, que tout est bien attaché. Tout est bien arrimé, oui, absolument, absolument. Et puis, avoir en tête les dimensions du véhicule. Si jamais vous avez un véhicule avec des vélos sur le toit ou un véhicule de location, et bien toujours avoir en tête les dimensions du véhicule. Ça pourra vous servir notamment pour les péages. Juste, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent déjà. On ne pourra pas répondre, hélas, à toutes vos questions et on va essayer d'en prendre au maximum. Tous les camping-cars sont en surcharge. Que faire? Alors, en fait, il y a un vrai problème avec les camping-cars. En fait, les gens ne sont pas sciemment en surcharge. C'est-à-dire que sur votre carte grise, vous avez le poids à vide. Et en fait, le poids à vide, c'est le poids de votre véhicule quand il n'y a aucun chargement, avec juste le conducteur qu'on estime peser 75 kg et tous les liquides, donc tous les niveaux, le liquide de frein, tout ça. Et du coup, sont aussi mis l'eau propre. Et du coup, souvent, on peut mettre 100 litres et du coup, ils considèrent qu'il n'y a que 10 litres. Donc, si déjà votre poids à vide, il est un peu faussé parce que sur la carte grise, on a mis qu'il n'y avait que 10 litres d'eau propre et que vous en mettez 100 litres, ben, vous augmentez déjà considérablement le poids. Donc, c'est pour ça que vraiment, n'hésitez pas à faire vraiment, à peser votre véhicule avant de partir en vacances. Vraiment, c'est hyper important, notamment pour les distances de freinage. Et puis, parce que aussi, c'est une infraction au code de la route et du coup, qui peut vous coûter très cher. Donc, c'est dommage de commencer les vacances de cette façon. Allez, on avance, on a bien chargé la voiture, maintenant on commence à partir et on découvre ce panneau-là. C'était une façon de vous parler du covoiturage et des nouveaux panneaux parce que vous êtes souvent friands de la nouvelle signalisation. Et puis, c'est aussi bien de se dire que peut-être que si vous n'êtes que deux dans votre véhicule, c'est aussi la possibilité de proposer des places en covoiturage. Et donc, on va parler de cette nouvelle signalisation. Lorsque le panneau représentant un losange est allumé, je peux circuler dans la voie de gauche si je covoiture. Oui, réponse A, non, réponse B. Est-ce que vous connaissez cette signalisation qui est assez récente ? Donc, je vous laisse répondre. Allez, on découvre vos réponses. Dans l'onglet, bien sûr, quiz. Mais on a des experts du code de la route aujourd'hui, j'ai l'impression. Bravo. 80%. Effectivement. Non, Okay. Bravo, parce que c'est assez récent. Et effectivement, quand vous avez ce panneau, vous allez avoir une signalisation qui, lorsqu'elle va être allumée, donc c'est vraiment un panneau à message variable, qui va être allumé, ça veut dire que la voie de gauche est réservée aux gens qui covoiturent. D'accord ? Donc les autres usagers n'ont pas le droit d'y aller, sauf ceux qui sont mentionnés, notamment sur le panneau. On voit que par exemple les véhicules à faible émission, plutôt, pas à forte émission, à faible émission peuvent y circuler, les transports en commun aussi. Donc bravo. Et donc une question se pose et on va la découvrir tout de suite, la question 5. La question 5. Qu'on va découvrir, je réalise mon trajet avec mon conjoint. Est-ce considéré comme du covoiturage? Je vous laisse répondre. Oui, réponse A, non, réponse B, je suis avec mon conjoint. Est-ce considéré comme du covoiturage? Donc, est-ce que j'ai le droit de circuler dans la voie la plus à gauche? C'est finalement une question qu'on doit se poser, mais qui est compliquée à répondre. Alors, est-ce considéré comme du covoiturage? Alors, c'est la sacré première équilibre, question qui pose un peu plus question auprès de vous. Eh ben, bravo. Allez. Donc, on a 45-55. Finalement, c'est une question difficile. Ouais. Et en fait, c'est considéré comme du covoiturage, puisque vous êtes au moins deux dans votre véhicule. Et mine de rien, c'est pas rien. Il y a une étude qui a été réalisée il n'y a pas très longtemps par Vinci sur l'autosolisme. C'est le nom qui a été donné au fait de circuler seul dans son véhicule. Et du coup, à plus de 80% sur autoroute, les gens sont tout seuls. Donc, ne serait-ce qu'être déjà deux dans son véhicule, c'est du covoiturage et vous pouvez utiliser cette voie. L'idée, c'est vraiment d'inciter un maximum les gens à être plusieurs dans leur véhicule pour réduire le trafic. Donc oui, c'est considéré comme du covoiturage, même si vous réalisez votre trajet avec votre conjoint. Et s'il vous reste 3 places derrière, n'hésitez pas à les proposer en covoiturage.
Covoiturer en couple, donc. Allez, question 6. Question 6, on est sur la route. Question 6, c'est là, on décide d'aller à l'étranger. J'ai envie d'aller en vacances à l'étranger. Et votre enfant est en conduite accompagnée. Est-ce qu'il peut conduire? Est-ce qu'il peut faire ses kilomètres à l'étranger? Oui, réponse A. Non, réponse B. Votre enfant est en conduite accompagnée. Peut-il conduire à l'étranger? Très bonne question. On va franchir la frontière espagnole. Mais j'ai l'impression que tous ceux qui nous regardent sont moniteurs auto-école. Les résultats sont très bons, bravo. Hein. Pourtant, ce ne sont pas des questions simples. N'oubliez pas de marquer vos bonnes questions, faire votre petit calcul. Okay. Allez, réponse Sophie. Oui, ben bravo. Effectivement, l'attestation de conduite accompagnée n'est valable que sur le territoire français. Donc, vous ne pouvez pas faire conduire votre enfant en conduite accompagnée. Pareil si c'est la conduite supervisée, et on va le voir tout à l'heure lors du mémo, toutes les attestations ne sont valables que sur les territoires nationaux. Donc, hors de question. Sinon, ça sera considéré comme une conduite sans permis pour votre enfant. Ok. Voilà, donc du coup, bravo à vous, en tout cas 75% de bonnes réponses pour cette question. C'était bien la réponse B, c'était bien non. Bien, petit mémo. Ok. Allez, un petit mémo. Donc je vous en parlais tout à l'heure, en fait, tous ces documents ne vous permettent pas de conduire à l'étranger. C'est-à-dire que quand vous obtenez le permis, vous avez un document qui est provisoire qu'on appelle le CEPC, le certificat qui atteste que vous avez réussi l'épreuve du permis de conduire. Ce papier, ce document n'est pas valable, là aussi, pour conduire à l'étranger. Alors qu'on soit bien d'accord, quand vous êtes jeune permis, vous pouvez conduire à l'étranger. Mais là, c'est avec ce papier provisoire, ce n'est pas possible de conduire à l'étranger. L'attestation de conduite accompagnée, comme on l'a vu tout de suite, la même chose pour la conduite supervisée. Vous n'avez pas la possibilité de conduire à l'étranger. Et toutes les attestations de formation, si vous avez passé une attestation de formation pour conduire une 125, si vous avez fait la formation pour la remorque, ça ne sera pas valable non plus à l'étranger. Donc, être bien attentif par rapport à ça. Et faire aussi très attention lorsqu'on loue un véhicule à l'étranger, aussi des conditions pour le louer. Souvent, il faut avoir au moins 2 ans de permis ou plus d'1 an révolu, etc. Et puis certains pays aussi, pour pouvoir conduire, je crois que c'est le cas aux États-Unis, il faut avoir plus d'1 an de permis dans le pays dans lequel on a eu le permis. Donc tout ce qui est étranger, de toute façon, allez toujours sur le site de l'ambassade de France dans ce pays-là pour avoir toutes les informations concernant la réglementation également applicable là-bas. On avance toujours dans notre voyage. Hélas, on peut rencontrer des fois des petits pépins. Des petits pépins, on le sait bien ici. Chez Generali, en tant qu'assureur, on vous couvre. L'application e-Constat permet de déclarer un accident A, dans toute l'Europe, B, en France uniquement. Alors, on vous laisse répondre. L'application e-Constat permet de déclarer un accident dans toute l'Europe ou en France uniquement. Je crois qu'on en avait parlé lors du dernier webinaire, d'ailleurs. On vous avait incité à télécharger cette application. Effectivement, le formulaire papier est utilisable dans toute l'Europe. Et qu'en est-il de l'application e-Constat? Bon, je pense que c'était utile de poser cette question, puisque à 70%, vous dites dans toute l'Europe. Alors là, pour le formulaire papier, effectivement, vous pouvez l'utiliser dans toute l'Europe. En revanche, quand du coup vous utilisez l'application e-Constat, en fait, ça doit être sur le territoire français. Lorsque vous avez un véhicule, un incident avec un véhicule immatriculé en France, c'est-à-dire que si vous êtes assuré en France, assuré et immatriculé en France, vous avez un accident en Belgique, ou en Espagne ou en Italie, n'utilisez pas l'application e-Constat, utilisez le formulaire papier. Pareil, si vous êtes en France et vous avez un accident avec un véhicule qui est immatriculé en Italie, pareil, vous ne pouvez pas utiliser l'application e-Constat. Ça ne peut se faire que sur un accident matériel qui se produit en France avec des véhicules immatriculés et assurés en France. Donc du coup, ça sera en France uniquement, c'était bien la réponse B. Réponse B. Je vais juste revenir sur 2 petites questions parce que j'ai enchaîné assez rapidement. Alain et Philippe nous posent 2 questions. Merci en tous les cas pour vos nombreuses questions. On parlait des attestations tout à l'heure, les attestations que je parlais pour conduire à l'étranger. Ces attestations sont-elles valables dans les DOM-TOM? Oui, on est en France, donc c'est valable. Ok. Et a-t-on le droit, Philippe nous pose cette question-là, a-t-on le droit d'utiliser la voie de covoiturage pour doubler un véhicule lent? Non, c'est une voie réservée. Oh. C'est une voie réservée, donc on ne peut pas l'utiliser autre que si vous êtes en train de covoiturer. De toute façon, souvent, c'est sur des voies... Vous êtes souvent sur des 3 voies, 2 voies pour tous les autres véhicules, et c'est vraiment la voie de gauche qui est réservée au covoiturage. Mais non, on ne peut pas l'utiliser pour d'autres raisons que si on... Voilà. On avance dans notre quiz. Okay. Question numéro 8. Ah, elle est intéressante celle-là, parce que du coup, vous n'avez peut-être pas remarqué, vous avez peut-être une couverture de survie dans votre véhicule, et du coup, pour protéger de la chaleur, parce qu'on est toujours dans le cas d'un accident, désolé, voilà.
Mais du coup, si vous souhaitez protéger de la chaleur la personne qui s'est blessée, parce qu'il fait très très chaud, on imagine qu'il puisse faire un jour très chaud. Oui. Voilà. La face dorée de la couverture de survie, est-ce qu'elle doit être placée vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Parce qu'il y a, peut-être que vous n'avez jamais remarqué, mais sur la couverture de survie, il y a une face qui est dorée et une face qui est argentée. C'est ça. Donc là, c'est la face dorée. Hein. Alors la face dorée, mais même moi je la trouve compliquée aussi. Je suis en train de revisualiser. La face dorée. Alors, ok. Bon, bah, je pense qu'elle était utile, hein, cette question-là. Là, on veut protéger de la chaleur. Effectivement, quand il fait très froid et on veut réchauffer un blessé, on va mettre du coup la face dorée vers l'extérieur. Ouais, et quand on veut protéger de la chaleur, il faut mettre la face argentée vers l'extérieur. Et donc, il faut mettre la face dorée vers l'intérieur. Waouh. Ouais, voilà, ok. Donc du coup, vous voulez protéger du froid, la face dorée, elle est vers l'extérieur. Si vous voulez protéger de la chaleur, la face argentée vers l'extérieur. Donc c'était la réponse B. Bravo à ceux qui ont répondu correctement. Ouais, c'était dur celle-là. Oui, je suis d'accord. Elle vaut 5 points au moins celle-là. Hein. C'est pour ça que voilà, l'idée c'est d'en parler parce qu'on ne le sait pas forcément et voilà. Mais c'est normal si vous l'avez trouvé compliqué, même la formulation aussi c'est normal si vous l'avez. Allez, on va imaginer qu'il y a un gros soleil, Exactement. Voilà, conduire avec des lunettes de soleil de catégorie 4 est conseillé lorsque la luminosité est importante. Vrai ou faux? Lunettes de soleil de catégorie 4. Il y a 5 catégories de lunettes de soleil. La catégorie 0, 1, 2, 3, 4. J'étais en train de compter 0, 1, 2, 3, 4, donc ça fait bien 5. Est-ce que c'est conseillé? Oui ou non? On découvre vos réponses. On découvre vos réponses. Là aussi, c'est pareil, une certaine parité. 50-50, là, on est vraiment... Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment aussi de prendre conscience que du coup, même l'achat de lunettes de soleil, en fait, il faut juste penser aussi à la conduite automobile. Et effectivement, en fait, vous avez la catégorie 0, 1, 2, 3, 4. Et la catégorie 4, vraiment, c'est pas du tout conseillé de conduire avec, puisque du coup, c'est vraiment celle qui est vraiment réservée aux conditions de haute montagne, de luminosité très importante en mer. Et donc, vous risquez de rater certains détails sur la route. Donc, ce n'est pas du tout conseillé de conduire avec des lunettes de catégorie 4, donc on va privilégier les catégories 2 ou 3, mais surtout pas 4. D'ailleurs, très souvent, si vous êtes chez l'opticien, vous allez voir que vous pouvez avoir également un petit symbole avec une voiture barrée pour bien mentionner que c'est vraiment pas du tout adapté à la conduite, et notamment sur la perception aussi, donc ça peut fausser l'appréciation des distances, des vitesses, donc vraiment pas conseillé. Donc c'était bien la réponse B, en tout cas bravo à ceux qui ont répondu B. Ouais. Pas simple, hein, les questions, hein, pas Sophie. Hein. Mais c'est pour... Alors... Sur ce nouveau numéro, c'est pas simple quand même. C'est pas simple, mais on apprend. Voilà, l'idée c'était de pouvoir en parler. Un petit mémo? Allez, on découvre de nouveaux petits mémos sur la chaleur et le soleil. Parce que du coup, effectivement, en imaginant que. J'aurais pu faire des questions sur est-ce que c'est conseillé de faire des pauses, est-ce que c'est conseillé de boire de l'eau. Là, je pense que tout le monde aurait eu bon. Donc, on a réservé. Il faut le rappeler. Quand même. Mais il faut le rappeler parce qu'on le sait, mais est-ce qu'on le fait réellement? Donc, boire beaucoup d'eau, effectivement, faire des pauses plus fréquentes. S'il fait chaud, voilà, on fait des pauses plus importantes. Utiliser la climatisation dans certains cas, effectivement, quand vous roulez à une vitesse assez élevée, plutôt que d'ouvrir la fenêtre, c'est mieux d'utiliser la climatisation. Peut-être que c'est aussi l'occasion maintenant, au mois de juin, de vérifier la climatisation. C'est quelque chose qui se vérifie assez régulièrement. À l'arrêt, installer un pare-soleil, même si c'est pas toujours très joli, mais c'est pas grave. Et dans la mesure du possible, se garer à l'ombre. Donc pareil, là on est dans du bon sens. Donc évidemment, j'aurais pu poser des questions de bon sens, mais voilà, j'ai réservé ça sur des trucs un petit peu plus pointilleux, mais au moins ça nous permet aussi de parler des lunettes de soleil ou des choses dont on parle pas forcément. Allez, question numéro 10. On arrive à la mi-temps de ce quiz. La file de gauche avance plus rapidement. Changer de voie est conseillé, déconseillé, interdit. Ouais, parce que des fois, on arrive dans les embouteillages. Voilà, on part en vacances. Et là, du coup, la file de gauche avance plus vite. Bon. Obligatoire. Mais non, mais c'est moi qui me suis trompée. Obligatoire. Oh là là, c'est interdit. Oui. Pas obligatoire, là, c'est... Donc, vous changez votre réponse. Donc on va valider le déconseillé. On va valider le déconseillé. On va valider. Ah, c'est de ma faute, une petite coquille dans l'obligatoire, c'est interdit. Ouais, non. Le B, c'est vraiment interdit. Hein, c'est interdit. Ouais. Donc du coup, on va accepter la réponse. C'est là, on accepte, voilà. Quelle que soit la réponse, on accepte. C'est de notre faute. Une excuse. Et c'est de ma faute. Hein. Du coup, effectivement, c'est interdit. D'accord, c'est pas juste déconseillé, mais on accepte la réponse. C'est totalement interdit. Vous n'avez pas le droit, quand du coup la circulation est très dense comme ça, quand il y a des bouchons, vous avez interdiction de changer de fil, sauf si c'est pour changer de direction. Sinon, c'est complètement interdit. C'est pas juste déconseillé, c'est interdit.
Alors, les embouteillages, on en a pendant les vacances, on en a même toute l'année, mais Mhm. pendant les vacances, on a du mal souvent à les supporter. Des petits conseils, un petit mémo sur les embouteillages, on Alors, découvre on ensemble. va le voir ensemble. Ça va, voilà. Ouais. Donc les embouteillages, ben, surtout on respecte les distances de sécurité, d'accord? C'est-à-dire que souvent on a tendance à vouloir se C'est rapprocher. compliqué, hein. Parce que dès qu'on se décale, dès qu'on veut respecter, il y a quelqu'un qui va venir nous doubler par la gauche. Mais pas tant que ça. Non, Le problème, c'est que si on est collés les uns aux autres, si celui de devant il tombe en D'accord. panne, on est tous bloqués de toute façon, parce qu'on ne Non. pourra même pas dégager le véhicule. Donc on essaie de respecter autant que possible les distances de sécurité. On ne change pas de fil, comme on le disait, sauf si vous changez de direction. En fait, en créant le ralentissement, en changeant de fil, vous recréez, vous alimentez en fait l'embouteillage. Donc la pire idée. Et du coup, il y a plein de choses à regarder, notamment s'il n'y a pas des remontées de fil par les véhicules. Donc, on ne doit pas se dire qu'on n'est pas en situation de conduite, donc on ne téléphone pas, on essaye de rester concentré sur sa conduite. On n'est pas à l'arrêt pour autant. En fait, on n'est pas en stationnement plutôt, c'est-à-dire qu'on est immobilisé des fois dans les embouteillages, mais pour autant on reste dans la circulation, donc surtout on regarde ce qui se passe autour de soi, on reste calme et du coup on se place correctement, donc du coup si besoin on serre à gauche pour laisser la possibilité aux motards de remonter la file si par exemple ils ont la possibilité de le faire. On essaie de dire cool, on est en vacances, cool, mais bon, Exactement. c'est pas si évident. Allez, on est passé à la question 11. En cas d'embouteillage dans ce tunnel, je dois maintenir une distance de sécurité d'au moins 2 diodes bleues. Eh bien oui, parce que là on parle d'embouteillage encore. Oui ou non? Voilà, on est en cas d'embouteillage encore, et là vous êtes dans un embouteillage dans un tunnel. Et là vous voyez peut-être que vous aviez déjà remarqué qu'il y avait ces petites diodes bleues sur le côté. Est-ce que à l'arrêt, en cas d'embouteillage, bravo, eh ben, effectivement, nickel. En fait, c'est ce qui vous permet de savoir si oui ou non vous avez une bonne distance de sécurité avec le véhicule devant vous. Vous avez peut-être déjà remarqué, des fois vous avez des panneaux qui vous disent interdiction de circuler sans maintenir une distance de sécurité d'au moins 70 mètres. Bon, je pense que si même dans la salle, si on parlait c'est quoi 70 mètres, je pense qu'on aurait tous une appréciation très différente. Et bien justement, pour savoir comment estimer ça, vous avez des diodes bleues. Ces diodes bleues, vous devez les respecter quand vous circulez, quelle que soit la vitesse, et même quand vous êtes à l'arrêt. Ça sert à plein de trucs et c'est hyper important. Le problème, c'est que s'il y a un incident dans le tunnel et qu'un véhicule d'intervention doit passer, il peut du coup circuler. Et puis, c'est dans le cas où s'il y a un incendie sur un véhicule, il ne va pas se propager d'un véhicule à l'autre. Donc, hyper, hyper important. En tout cas, bravo, vous étiez une très grande majorité à le savoir. C'était bien la réponse A. On va parler aussi de distance de sécurité, mais au travers, je pense, d'une vidéo, me semble-t-il. Est-ce que... Ouais, on va vous montrer la vidéo, regardez bien, et vous allez devoir dire si, à votre avis, je laisse suffisamment de distance ou avec non. le véhicule de devant. Essayez de voir ça. Je laisse une distance de sécurité suffisante, oui ou non. 2 tiers, 1 tiers. Ouais. En fait, il y a une petite astuce pour savoir, parce que, alors, le truc, c'est que la distance de sécurité que vous devez laisser, elle doit correspondre à au minimum 2 secondes avec le véhicule de devant. Vous devez toujours, quelle que soit la vitesse, avoir 2 secondes avec le véhicule de devant. Pour savoir si on a une bonne distance de sécurité, on prend un repère fixe. Ça peut être un panneau, ça peut être un pilier de pont. Quand le véhicule devant il passe, on doit avoir le temps de dire 1 Mississippi, 2 Mississippi. En fait, si on dit 1-2, on peut le dire très rapidement et on aura toujours une bonne distance de sécurité, sauf que ça ne correspondra pas à 2 secondes. Si on dit 1 Mississippi, 2 Mississippi, même en le disant vite, du coup, ça prendra 2 secondes. Donc, si on peut revoir la vidéo, on va prendre avec le pilier du pont. On va voir, du coup, on va revoir la vidéo. Quand le véhicule devant nous... Mississippi. Regardez, en fait, l'arrière du véhicule est au niveau de l'entrée 1 Mississippi, on n'a pas le temps de le dire, donc ça veut dire que la distance de sécurité n'est pas bonne. Donc toujours avoir 2 secondes minimum avec le véhicule de devant. 1 Mississippi, 2 Mississippi. Et vous pouvez le dire très vite. En fait, le truc, c'est que si on dit 1-2, je pense que là, du coup, on est loin d'avoir 2 secondes. Donc c'est pour ça qu'on... Que de bons conseils, Sophie. En fait, c'est un petit test à faire et vous pouvez le faire à 30 km/h, à 130 en fait. C'est vraiment important pour voir si on estime correctement la distance de sécurité avec le véhicule de devant. Et on rappelle avec un petit mémo ce qu'on doit retenir des distances de sécurité. Voilà, c'est ce que je vous disais tout de suite, 2 secondes minimum
entre deux véhicules qui suivent. Ça, c'est la règle. Ce n'est pas un conseil, c'est vraiment une règle du code de la route. Vous pouvez avoir le panneau dont je vous parlais tout à l'heure, l'interdiction de rouler en laissant une distance. Vous avez interdiction de rouler sans laisser une distance de sécurité d'au minimum 70 mètres dans l'exemple qui est donné. Vous avez des diodes ou des chevrons qui peuvent vous aider, notamment dans les tunnels. Et n'oubliez pas, parce que ça c'est hyper important, c'est qu'avec les usagers vulnérables, que ce soit les motards, les piétons, les cyclistes, les gens qui sont en trottinette, et bien du coup il faut laisser une distance latérale d'au minimum 1 mètre, et ça c'est un minimum, quand on peut laisser plus, on laisse plus, et 1,50 m grand minimum, hors agglomération. Même s'ils sont sur un trottoir, même s'ils sont sur une bande cyclable, on doit toujours garder cet espace entre eux et nous. Concernant justement la distance de sécurité, Didier nous pose la question, et c'est vrai, on parlait du nombre de bandes blanches. On parle de 1 Mississippi, 2 Mississippi, mais les bandes blanches aussi, c'est un repère. Alors, les bandes blanches, les 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence, on utilisait ça beaucoup. En fait, effectivement, mais ça marche uniquement quand on roule à 130 sur l'autoroute. Et quand on est à un autre moment où quand on ne roule pas à 130, on ne pouvait pas céder des marquages au sol. Pendant très longtemps, on parlait en mètres. C'est compliqué, c'est ce que je disais tout à l'heure, 70 mètres, ça veut dire quoi? 60 mètres, ça veut dire quoi? C'est pour ça que maintenant, vraiment, on parle en secondes, et dans le code de la route, on parle en secondes, mais les 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence, effectivement, c'est bien 2 traits, mais à 130 sur autoroute. À 130, Véronique aussi nous posait cette question-là, ce n'est pas fonction des lignes au sol. Non. Voilà, non. À 130, oui, 2 traits. Sinon 1 de Mississippi. Ok, on passe à la question suivante. On est parti. Et là, on arrive sur notre lieu de vacances, mais on ne sait pas où aller. Les fameux giratoires. Donc on est dans un giratoire et on ne sait pas quelle sortie prendre. Dans ces cas-là, il est préférable de se placer sur la voie de droite ou sur la voie de gauche, à votre avis. Là, on est un peu dans du bon sens, mais vous ne savez pas où aller. Où se situer, à votre avis, sur la voie de droite ou sur la voie de gauche quand Alors, nous sommes en France, hein, nous ne sommes pas en Écosse ou en Angleterre ou éventuellement. D'ailleurs, je suis étonnée, il n'y a pas eu de question sur le fait de conduire à gauche. Si, j'en avais mis pour toi à la fin. Ok, d'accord, on les garde pour la fin alors. Non. Dans un giratoire, quand on ne sait pas quelle sortie prendre, il est préférable de se placer. Très grande majorité, vous répondez A sur la file de droite. Effectivement, pourquoi? Parce qu'on a tous tendance, si on est sur la file de gauche, une fois qu'on lit que du coup c'est notre sortie, à contrôler très brièvement, mettre ou pas son clignotant et à sortir. C'est pour ça que du coup, on préfère se mettre sur la voie de droite, mais tout en étant ultra attentif, parce que de plus en plus, dans les giratoires, vous pouvez avoir aussi des cyclistes qui circulent sur la droite. Donc du coup, on est très attentif. Et quand on a le moindre doute, et ben du coup c'est pas grave, on refait un tour, d'accord? Parce que du coup, faut pas oublier que du coup des gens peuvent être sur votre droite, vous devez leur céder le passage, et notamment les usagers vulnérables, on est très attentif à eux, et donc voilà. Donc, un tour, voire deux, mais oui. Si nécessaire, restez bien sur votre droite. Vraiment. Ok, allez, question suivante. Suis-je bien placé pour régler le péage par carte bancaire? Ah oui, c'est vrai, partons en vacances, l'été, la flèche verte, suis-je bien placé pour régler le péage par carte bancaire? Oui ou non? Là, vous avez juste une flèche verte. On découvre les réponses. Là, c'est du 50-50, ça va être. Mais oui. Et oui. C'est pas étonnant. Hein, en fait, la flèche verte, ça veut dire que tous les moyens de paiement sont autorisés. Donc, vous n'avez pas le petit symbole carte bleue, mais vous pouvez payer quand même par carte bancaire, par de la monnaie également. Donc, et télépéage aussi. Si on a flèche verte, c'est tout type de paiement. Alors là, tout type de paiement, oui. Oui, tout type de paiement. Okay. Merci Philippe. Tu me posais une colle. Je l'ai testé, parce que des fois, le télépéage est finalement embouteillé, il y a plus de monde, et d'aller sur une flèche verte, c'est voilà. Et bien nickel. Et bien du coup, tous les modes de paiement sont acceptés par la flèche verte. Donc oui, c'était bien la réponse A. Bravo. Voilà, 47 personnes qui ont correctement. C'est très compliqué d'avoir un téléspectateur avec 20 réponses sur 20, 20 bonnes réponses. Hein. Mais oui. Hein. Ok, allez, ça c'était sur l'autoroute. Question suivante. Alors on est sur l'autoroute ou sur une autre, mais c'est très souvent sur l'autoroute que ça se déclenche. Souvent. Ce dispositif se déclenche alarme, conducteur fatigué, arrêt conseillé, on le voit des fois, toutes les 2 heures, Sophie, ou selon la conduite du conducteur? Alors, on vous laisse répondre. Ce voyant s'allume sur votre tableau de bord. Est-ce que c'est toutes les 2 heures qu'il s'allume ou est-ce que c'est vraiment en fonction de votre conduite? Je pense que je vais avoir une mauvaise nouvelle pour pas mal de gens. Ah, c'est en train de changer, attention. Allez, top.
Et ben bravo Et à ceux qui ont répondu de- selon la conduite du Un conducteur. tiers, 2 tiers. Ouais. Bah ouais. On aimerait se dire qu'en fait ça se déclenche automatiquement toutes les 2 heures. Pas du tout. C'est vraiment, en fait la voiture, il y a de nombreux capteurs qui prennent en compte pas mal de données, notamment est-ce que du coup il y a eu beaucoup de mouvements sur votre volant. En fait l'absence de mouvement pendant très longtemps et à un moment un mouvement brusque. Pareil, vous vous rapprochez un peu trop des lignes sur le côté. Bah, tout ça, ça donne un indice et c'est pour ça que ça s'allume. Ça ne s'allume pas automatiquement toutes les 2 heures du tout. C'est vraiment en fonction de votre conduite que ça s'allume. Oui, ça peut même s'allumer au bout d'une heure ou éventuellement au bout de 3 heures. Mais on vous a dit tout à l'heure, surtout n'oubliez pas tous les 2 heures, la pause s'impose. Exactement. Mais c'est vraiment, c'est en fonction de votre conduite que ça s'est allumé. Hein, et vraiment, voilà. Donc, c'est assez Oui, important. aussi oubli du clignotant. Oubli du clignotant, Oubli effectivement. du clignotant, on change, on passe la ligne pointillée. C'est plus de 70 paramètres qui sont combinés pour détecter, en fait, qui vont être utilisés pour détecter si oui ou non vous êtes considéré comme conducteur fatigué ou pas. C'est l'alerte somnolence. Donc du coup, tenez-en compte. C'est pas juste quelque chose qui s'est déclenché automatiquement. C'est vraiment en lien avec votre conduite. Ouais, souvent les enfants disent, tu vois papa, j'avais dit qu'il fallait s'arrêter. Voilà, donc ok. Allez, question suivante. Donc du coup, c'est le petit mémo. Bah, après, là, du coup, effectivement, il y a des heures qui sont propices à la somnolence, c'est-à-dire que du coup, conduire de nuit, conduire après le repas. Alors, même si maintenant, on sait que ce n'est pas forcément lié au fait qu'on ait mangé, c'est vraiment le rythme circadien qui fait en sorte qu'à certains moments, on n'est plus sujet à la somnolence. Et après le repas, entre 13 et 15 heures, on n'est plus sujet à la somnolence, même si on n'a pas mangé. Ça n'a pas forcément de rapport. Partir reposer, ça paraît évident, mais c'est le cas. Ne pas se fixer une heure d'arrivée précise, évidemment, parce que du coup, il peut se passer plein de choses. Prévoir des lunettes de soleil adaptées, on en a parlé tout à l'heure. Planifier l'itinéraire et les pauses. Et du coup, c'est hyper important parce que vous savez qu'avec les Jeux Olympiques, avec le passage de la flamme, il y a plein de en ce moment, c'est hyper important de planifier votre itinéraire parce qu'il peut se passer plein de choses. Il peut y avoir tellement d'événements qui vont faire en sorte que ça va vous ralentir. Bah, du coup, il faut en tenir compte. Et puis, c'est mon petit conseil, mais moi, en fait, j'ai tendance à dire que mes vacances, elles commencent quand je décide de partir et le trajet fait déjà partie de mes vacances. Et pas se dire, en fait, les vacances commenceront quand elles vont arriver. Donc, si on considère que c'est déjà les vacances, on a tendance à le prendre plus cool. Parce qu'il y a toujours ce souci de la location. Les clés sont à disposition à partir de 17h le samedi. Et bien, on arrivera plus tard. On arrive tous au même moment. Et c'est vrai que de temps en temps, il vaut mieux peut-être partir le dimanche matin de bonne heure. Exactement. Et avoir les clés, voilà, c'est vrai. OK. Merci pour ce petit mémo. Eh bien, on va avancer à la question 16. Bah ouais, parce que du coup, beaucoup profitent des vacances. On est sur place, on est en vacances. On est en vacances et du coup, il y a plein de gens qui profitent de leurs vacances pour justement mettre un peu de leur voiture de côté. Et pour faire du tourisme, que ce soit en ville ou pas en ville, hein, mais pour justement pour circuler à vélo et des fois sans avoir beaucoup d'expérience, une grande connaissance de la réglementation. Donc première question, là on est vraiment sur de la signalisation pure. Quelle est la différence entre ces deux panneaux? J'espère que vous les voyez, c'est les deux avec les vélos représentés. Est-ce que l'un indique une piste cyclable, l'autre une bande cyclable, l'un indique une voie obligatoire, l'autre une voie conseillée? Et ça, c'est la réponse B. Je vous laisse répondre. Réponse A indique une piste cyclable. Alors, ok. Eh bien, très bien. Ah, 58-42. Ouais. En fait, là, ici, il y a un panneau rond et bleu. Donc, en fait, dans le code de la route, en fait, c'est les obligations qui sont les panneaux ronds et bleus. Ouais. Donc, en fait, dans le cas d'un panneau rond et bleu, vous êtes dans l'obligation d'utiliser cette voie. Quand le panneau est carré, on vous conseille de l'utiliser. Mais du coup, vous n'êtes pas dans l'obligation. Et si notamment la piste, elle n'est pas forcément en très bon état, si elle est recouverte de feuilles ou des choses comme ça, vous n'êtes pas dans l'obligation de l'utiliser. Donc, c'était bien la réponse B. Dans le cas du panneau rond, c'est une obligation d'utiliser la voie. Merci. Question 17, toujours à vélo. Alors, de plus en plus, vous avez des voies mixtes, vélo, bus. Si vous êtes à vélo, est-ce que vous êtes dans l'obligation d'utiliser cette voie réservée? Oui ou non? Je vous laisse répondre. Alors, est-ce que vous êtes dans l'obligation d'utiliser cette voie réservée? Alors, on va attendre, peut-être. Mais ça peut être source d'angoisse. C'est pas forcément toujours rassurant la première fois qu'on circule dans ces voies. Eh bien, non, vous n'êtes pas dans l'obligation. C'était bien la réponse B. Bravo à ceux qui ont répondu B. Si on peut revoir la photo, peut-être la diapo. Voilà. Donc, c'est une obligation pour les bus d'emprunter cette voie. Vous avez le petit panneau qui dit que les vélos et les EDPM, donc tout ce qui est trottinette électrique,
peuvent l'emprunter, mais ils ne sont pas dans l'obligation. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de voie, vous n'êtes pas dans l'obligation de l'utiliser. C'est vrai que du coup, ce n'est pas toujours évident. Voilà, Oui, des fois, voilà, quand on a le bus qui est derrière, c'est un peu compliqué. La petite astuce, c'est en fait de circuler toujours sur la tête du cycliste, du dessin qui représente le cycliste. Hein. Dans ce sens-là. Voilà, parce que des fois, en fait, quand le petit pictogramme, il peut être au milieu de la voie, dans ces cas-là, vous devez circuler au milieu. Quand le picto, il est sur la droite, vous devez circuler à droite. Mais avec le sens, parce que souvent, on voit des sens uniques, enfin des rues en sens unique pour les voitures, et sens inverse pour les vélos. Oui, ça c'est double sens cyclable, oui. D'accord, ok. Donc ça, c'est normal, ils ont le droit. Oui, ça surprend par moments, mais ils ont le droit. Ouais, ça surprend, mais même en tant que piéton, c'est surprenant si vous n'êtes pas habitué, parce que du coup, souvent, on a tous tendance à regarder principalement du côté où viennent les voitures. Pensez que les cyclistes peuvent venir dans les deux sens, donc c'est très important de regarder dans les deux côtés. Hein. Alors, préférez le vélo, bien sûr, sur le lieu de vacances. Autre question, voilà. Le casque est obligatoire pour les enfants jusqu'à leur 5 ans, 8 ans ou 12 ans. Le casque à vélo est obligatoire pour les enfants jusqu'à 5 ans, 8 ans ou 12 ans. Ah bah là, la réglementation semble très bien connue. Bravo. 88%, bravo, c'est bien jusqu'aux 12 ans. Pour les enfants de moins de 12 ans, le casque est obligatoire, hein, qu'il soit conducteur ou passager. Le casque est obligatoire, hein, d'accord ? Après, il est vivement conseillé, mais il n'est pas obligatoire. Ok. On va regarder tout de suite sur la question suivante. Et bien là, on va parler du Chaussy-Doux. Vous allez rencontrer, on en voit de plus en plus. Hein. Moi, j'ai découvert, en préparant cette émission, j'ai découvert le Chaussy-Doux. Mais a priori, c'est bien noté. Alors là, on va s'arrêter quand même. Okay. Mais on la trouve souvent. Qu'est-ce que ce Chaussy-Doux ? Je crois qu'Argenteuil, ils viennent d'en créer une également. Lorsque je rencontre cette signalisation en voiture, je dois circuler à droite ou sur la voie centrale. Vous rencontrez une Chaussy-Doux. Est-ce que vous devez vous devez circuler à droite dans la voie ou sur la voie centrale, à votre avis ? Ah bah du coup, ils connaissent bien le Chaussy-Doux. Hein. Je connais maintenant. Alors bah bravo. Bravo, 80%. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une chaussée qui n'était pas suffisamment large pour qu'on crée une bande cyclable à droite et à gauche. Donc en fait, il y a une voie centrale et il y a deux accotements. La voie centrale, elle sert à la circulation des voitures, sauf que du coup, la voie, elle est trop étroite pour que les usagers puissent se croiser. Donc en fait, quand un véhicule arrive en face, vous devez vous mettre sur l'accotement, mais sur l'accotement, c'est là où circulent les cyclistes. Et donc, vous devez leur céder le passage, c'est-à-dire que vous devez vous arrêter derrière eux, laisser passer le véhicule qui arrive en face et ensuite repartir. Donc, c'est bien sur la voie centrale que vous devez circuler. C'était bien la réponse B. Chaussy-Doux avec zone de vidéo verbalisation. Ouais. Ok. Alors, une question, Sébastien nous pose cette question-là. Merci Sébastien. À vélo, si je sors d'une rue en sens inverse, au sens unique, suis-je priorité à droite? Là. Il est à droite, bah oui, il est prioritaire. Après, du coup, tout le temps, la priorité, en fait, assurez-vous quand même avant que les usagers vous aient vu, parce qu'ils ne vous recherchent pas forcément à cette intersection. Donc, assurez-vous qu'ils vous aient vu avant de pouvoir vous engager. Ok, on a parlé vélo sur le lieu de vacances qu'on favorise, mais il y a aussi les trottinettes électriques. Et on découvre cette 20e question. Avec ma trottinette électrique, je peux circuler sur la chaussée hors agglomération. Donc vous êtes hors de la ville, hors agglomération. Est-ce que vous avez le droit de circuler sur la route, sur la chaussée? Alors attention, avec ceux qui avaient 19 points sur 19, tout se joue ici. Mais... oui, à 60%, 45%, c'est partagé. Mais oui, ça ne m'étonne pas. La réglementation est assez récente, donc du coup, les gens ne savent pas forcément, mais faites très attention. Avec la trottinette électrique, non, vous n'avez pas le droit de circuler sur la chaussée. Hors agglomération, c'est complètement interdit. Éventuellement, hors agglomération, vous pouvez circuler sur des pistes cyclables ou sur des voies vertes, mais hors de question de circuler sur la chaussée, vous n'avez pas le droit. Donc non, c'est bien non. Hein.
C'est un non. Ok. Trottinette électrique sur lieu de vacances. Il faut avoir 14 ans minimum, il y a plein de choses à savoir. Hyper important de connaître la réglementation concernant les trottinettes électriques avant de la prendre, hein. Voilà, on voit des enfants, des fois dessus, des fois on voit 2 personnes. Non, c'est personnel, il faut que ce soit une seule personne. Interdiction de transporter qui que ce soit sur une trottinette électrique. Ok. Donc là, on termine les 20 questions. Les 20 questions. Alors, y a-t-il Ah bien sûr, le petit mémo. Bah le oui, petit en mémo. fait, si vous- Et j'ai des questions là-dessus d'ailleurs. Ok, donc Véronique. si vous circulez à vélo, on vous encourage à porter un casque, même si ce n'est pas obligatoire. On l'a vu, le casque n'est obligatoire que pour les enfants de moins de 12 ans, mais du coup, on vous encourage à porter un casque. À privilégier les aménagements cyclables. Évidemment, certains ne sont pas obligatoires, mais quand vous pouvez, empruntez-le. Si vous êtes conducteur d'une voiture, si des fois les cyclistes n'utilisent pas les aménagements cyclables, en fait, si des fois il y a des raisons, c'est-à-dire que du coup, c'est pas forcément entretenu. Donc des fois, en fait, les cyclistes ne veulent pas emprunter la bande cyclable parce qu'elle est en très mauvais état. Donc du coup, voilà, être tolérant avec les Soyez cyclistes. tolérants, oui. On partage la route avec eux. Toujours mettre un antivol quand vous partez, hein, même si c'est un arrêt de courte durée, on met un antivol à son vélo. Et on respecte le code de la route, c'est-à-dire que du coup, on ne peut pas utiliser son téléphone, on n'a pas le droit de mettre un casque, que ce casque, il soit... même, on parle beaucoup des casques à conduction osseuse, Oui. c'est interdit également. Ah oui. Oui, c'est Pourtant, on interdit. entend très bien la circulation. Ça reste une distraction. Ça reste une. Ok. Et même un casque qui ne diffuse pas de son, c'est interdit également. C'est-à-dire que si vous avez un casque, même une seule oreillette où il n'y a pas de son, c'est interdit. C'est le fait de porter à l'oreille un dispositif qui émet du son. Dans le code, c'est les termes du code de la route, mais c'est interdit. Et du coup, toutes les autres règles doivent s'appliquer, notamment l'alcool. Donc voilà, petit barbecue. L'été, on boit du pastis ou du rosé, ça nous arrive. L'alcool, pareil Non. que pour la voiture. Vous êtes en infraction. En fait, c'est les mêmes Ça, taux, faudrait c'est rappeler, 0,5. Et du coup, donc, vous ne pourrez pas perdre 2 points, mais ça, c'est pas le problème. C'est que toutes les autres sanctions, vous pouvez les avoir. C'est-à-dire que du coup, vous pouvez. Ouais. Et puis, vous pouvez avoir un accident. S'il y a Ça. un accident et que vous êtes alcoolisé, vous n'êtes pas indemnisé. Donc, du coup, non. Donc, c'est les mêmes infractions, que ce soit à vélo ou à trottinette. Le code de la route s'applique. Et sur le vélo cargo, est-ce que Pour le casque, ouais. oui, le casque est obligatoire. Si c'est d'un Enfin, vélo enfant cargo, c'est le avec fameux- une remorque, en fait, le casque est obligatoire pour les enfants, qu'ils soient passagers ou qu'ils soient conducteurs. Et même s'ils sont passagers dans un vélo cargo, dans une remorque, ils doivent porter le casque. C'est obligatoire. Jusqu'à 12 ans. Ok. Bernard, très actif cet après-midi, Bernard. Merci pour votre question. Sur 2 agglomérations proches, comment faire avec sa trottinette? Alors, il peut y avoir une piste cyclable. En fait, là, la question, c'était sur la chaussée. Si c'est prévu, par exemple, s'il y a une voie verte, s'il y a une piste cyclable, là, c'est autorisé. Mais sinon, la trottinette électrique, en fait, n'est pas autorisée. Hors agglomération, sur la chaussée, c'est limité à 80. On vous voit peu avec une trottinette électrique. C'est dangereux. Les catadioptres sont vraiment petits. Voilà, en fait, le truc, c'est que le différentiel de vitesse entre vous est tellement important. Donc non, c'est interdit, sauf s'il y a une piste cyclable, sauf s'il y a une voie verte. Ah, tiens, Véronique qui revient sur le... Merci pour votre question, Véronique, qui revient sur le covoiturage. Enfants ou bébés sont-ils considérés pour le covoiturage ou pas? Bah oui, vous êtes 2 dans la voiture. En fait, c'est le taux d'occupation, c'est l'occupation du véhicule, vous êtes 2. C'est pour ça qu'on voit aussi certains avec des peluches, avec des bébés, mais c'est vrai, avec des poupées, absolument. Ah ouais, on a vu certains cas où il y avait des poupées finalement dans le lit, dans le cosy, à l'arrière de la voiture. Bon, après, il ne faut pas se faire attraper non plus, mais bon. Question importante. Ok, on arrive à la fin de ce quiz. 20 questions vous ont été posées. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont répondu à entre 16 et 20 questions? Être 16 et 20 questions. Ça, bonne réponse. Alors, déjà, le truc, c'est qu'en fait, c'était vraiment, on l'a vu, des questions qui étaient quand même assez complexes. Donc, même si vous avez moins de 10 bonnes réponses, franchement, c'est pas grave parce que les questions étaient assez compliquées et le but était vraiment aussi de prendre le temps d'aborder ces choses-là. Donc, si vous avez appris des choses, c'est le plus important. Si vous êtes entre 16 ou 20 questions, bravo, vous pouvez devenir moniteur auto-école. D'accord. Parce que vraiment, les questions étaient assez compliquées. Donc, vous êtes quand même 20%. Entre 16 et 19. Ouais, bravo. Et voilà, et j'aime bien cette franchise justement, franchise de nos téléspectateurs parce que voilà, ils n'ont pas 20. Et déjà, entre 16 et 19... Voilà.
Bon, la grosse moyenne est entre 11 et 15, mais les questions étaient quand même pas évidentes. On a vu beaucoup de 50-50 finalement, où un tiers, un tiers, un tiers, et 57% entre 11 et 15. Mais oui, mais bravo, même de 11 à 15 bonnes réponses, c'est déjà très bien. Est-ce que ces questions, on les retrouve aujourd'hui au code? Alors certaines, on les retrouve, notamment la signalisation sur le covoiturage, tout ce qui concerne le vélo, la trottinette. Maintenant, ça fait partie de la formation des conducteurs. C'est-à-dire qu'on sait que les gens, ils ne vont pas conduire dans leur vie qu'une voiture. Il y a de plus en plus de gens aussi qui vont utiliser différents moyens de transport. Donc c'est important qu'ils connaissent la règle. Si vous avez passé votre permis il y a plus longtemps, la réglementation sur le vélo ou sur les trottinettes électriques, elle était peu abordée. L'intérêt, c'est aussi quand on connaît un peu les particularités des autres usagers, notamment des cyclistes et des trottinettes, c'est qu'on est souvent beaucoup plus tolérant avec eux quand on les rencontre sur la route. Donc c'est hyper important d'aborder ces choses-là. Après, il y a beaucoup de choses. Par exemple, quand on parlait de la conduite accompagnée à l'étranger, tout ce qui concerne la conduite à l'étranger, c'est pas encore dans le programme de formation. Donc, c'est des questions qui ont été faites exprès justement pour ce webinaire sur le départ en vacances. C'est pour ça que je reviens aussi sur conduite à l'étranger, perte de points. Tu nous l'as dit tout à l'heure, on peut perdre des points à l'étranger? Alors non, en fait, on ne peut pas perdre de points. En revanche, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de sanctions. Alors, si c'est dans l'Union européenne et la Suisse, en fait, tout dépend de l'infraction et tout dépend du pays dans lequel on commet une infraction. Si c'est dans l'Union européenne et que c'est une vidéo-verbalisation, un radar par exemple, il y a un échange d'informations entre les pays. Donc, c'est-à-dire que vous allez recevoir un courrier écrit en français suite à par exemple à un radar un excès de vitesse devant un radar en Allemagne, vous allez recevoir le courrier chez vous. Mais en tout cas, il n'y aura pas, il n'y aura pas de perte de points. Si c'est avec interception, il peut y avoir une immobilisation du véhicule. On peut vous demander de payer immédiatement l'infraction. On peut vous demander une caution également. Donc ça dépend vraiment de l'infraction et ça dépend du pays dans lequel vous avez commis cette infraction. Alors justement, certains partent à l'étranger, notamment que ce soit en Angleterre, Pays de Galles ou en Écosse. On doit rouler donc à gauche. Pas forcément très évident pour nous. Est-ce que tu as des conseils à nous distiller? Alors il y a deux écoles. Il y a des gens qui préfèrent. Alors moi, j'aurais tendance à encourager les gens à louer une voiture sur place. C'est-à-dire que le simple fait que vous ayez une voiture différente avec le volant à droite, ça vous rappelle constamment que vous ne devez pas circuler. Maintenant, pour les voitures de location, ils mettent de bien rouler à gauche. Oui. Mais si on y va avec notre voiture, c'est un peu complexe parce que mine de rien, on est habitué à notre voiture et du coup, on va plus avoir tendance à oublier à certains moments. Les premières minutes, souvent, on est très concentré. C'est au bout d'un moment, quand on a roulé 2-3 heures, où là, du coup, on se déconcentre un peu et c'est là où on va commettre les infractions. Après, le GPS, c'est une super aide, notamment avec le guidage, en fait, qui en fait vous montre quelle est la trajectoire que vous allez suivre. Et ça notamment quand on attaque les ronds-points. Notamment les ronds-points, effectivement. La plus grande difficulté, c'est les ronds-points. Et c'est vrai que le GPS, nous dit bien de prendre par la gauche. Surtout, ne pas oublier quand vous êtes piéton aussi. Parce que du coup, quand vous êtes piéton avant de traverser la route, on a tous tendance à regarder d'abord à gauche et à droite. Quand on est dans ces pays-là, pensez à regarder d'abord à droite. Parce que du coup, on a aussi des réflexes en tant que piéton. Justement, on va rester sur ces ronds-points et à chaque émission, on y a droit, mais c'est important de rappeler. Voilà. Eric te demande, peux-tu nous rappeler les règles des ronds-points? En France, Okay. On revient en France, on revient en Europe. Est-ce que la question est sur le placement, sur les clignotants? En fait, si on est sur la règle de priorité, en fait, ça dépend. Si on parle de rond-point, c'est vraiment la forme de l'intersection. On va parler du giratoire où on doit céder le passage à gauche. En fait, c'est comme n'importe quelle intersection, c'est-à-dire qu'on coupe l'intersection. Si on va à droite, on se place à droite. Si on va tout droit, en fait, on coupe le rond-point de tout ce qui est sur la droite. On considère qu'on va aller à droite. Tout ce qui est sur la gauche, plus de la moitié, on considère qu'on va à gauche. Donc, si on prend la première à droite, comme n'importe quelle intersection, on prendrait la première à droite. On met le clignotant, on se met à droite avant le giratoire, on se met à droite dans le giratoire et on sort à droite. Si on va tout droit, c'est la même chose mais comme c'est la deuxième intersection, on ne va pas mettre le clignotant dès le début, on va le mettre après la sortie qui précède la nôtre. Et si on fait plus de la moitié du rond-point, on se place à gauche avant le giratoire. Et après, on commence à redescendre, on regarde bien le rétroviseur. Au moment où on va mettre le clignotant. Et on prévient. En fait, il ne faut pas que le clignotant porte confusion, en fait. C'est vrai, Mais je ne sais pas si ça répond à la question qui était posée, si c'était peut-être par rapport aux règles de priorité. Je l'espère. Karine nous dit, je vois souvent des gens en vélo ou trottinette qui ne respectent, elle a un petit peu raison, qui ne respectent pas le code de la route, notamment respect du feu. En cas d'accident, qui est responsable? Alors, le truc, c'est que
toutes les études montrent qu'il n'y a pas une prise de risque ou un non-respect des règles de priorité plus important chez les cyclistes, chez les trottinettes que chez les automobilistes. Si on se met en bas ici et on regarde les automobilistes, je pense qu'on va en voir 1 sur 2 avec son téléphone, on va en voir 1 sur 2 qui ne met pas son clignotant. C'est en fait, si on regarde, ils ne commettent pas plus d'infractions que les autres. Sur les feux, souvent, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sous le feu, il y a un petit panneau qu'on appelle le M12. C'est un petit cédé de passage avec un cycliste qui est dessiné en jaune avec une flèche. En fait, la plupart des feux maintenant, les cyclistes et les trottinettes ont le droit de franchir le feu rouge pour suivre là où les directions indiquées par la flèche jaune. Donc ils ont le droit de franchir le feu rouge. Pour certains. La plupart, d'ailleurs, maintenant des feux, maintenant sont munis de ce M12. Mais le truc, c'est que on aime beaucoup regarder les infractions que commettent les autres usagers, mais ils ne commettent pas plus d'infractions que les autres. Et comme ils sont plus vulnérables, on va être encore plus attentif à eux. On revient juste une dernière fois, Sylvie, sur les giratoires. Pour les giratoires, je me positionne à gauche, point d'interrogation. J'ai compris qu'il fallait se mettre à droite. Alors à quoi sert ma voie de gauche? On a dit, je veux juste que tu le répètes, la première moitié, on reste à droite. Si on sort à la première moitié une des sorties de la première moitié, si on sort à une des sorties de la deuxième partie de ce giratoire, dans ce cas-là, on commence à gauche et on sort ensuite en met le clignotant pour la droite. Si on veut tourner à gauche ou faire demi-tour au giratoire, on se mettra sur la file de gauche. Voilà, il nous reste quelques minutes justement, Bernard, je reviens sur la surcharge des CC, car possesseurs. Camping-car. Oui, pardon, je ne suis pas habitué des camping-cars, car professionnels. Il est absolument impossible de ne pas dépasser les 3,5 tonnes obligatoires dès que vous emmenez, ne serait-ce que 2 VAE et un peu de linge. Que faire alors que la législation allemande semble à 4,2 ? L'UE ne devrait-elle pas harmoniser? Là, c'est une question. Mais oui, alors là, moi, je ne peux pas changer la réglementation, mais c'est intéressant sur justement parler des vélos à assistance électrique parce que justement, en fait, ils pèsent vraiment beaucoup plus lourd que des vélos classiques. Et je vais juste en profiter, parce que je ne peux pas répondre à cette question, je ne peux pas changer la réglementation. C'est ça. Mais en fait, quand vous avez un porte-vélo, vérifiez bien, parce que des fois, vous utilisez votre porte-vélo que vous utilisez auparavant avec un vélo à propulsion musculaire, en fait, un vélo classique, et vous achetez un vélo électrique. Et dans ces cas-là, vérifiez bien que ça supporte le poids, parce que du coup, c'est beaucoup plus lourd un vélo à assistance électrique. Et puis, enlevez la batterie quand vous circulez aussi, parce que si le vélo tombe, ça fait un projectile supplémentaire. Donc, on enlève la batterie et on vérifie bien le poids qui est autorisé pour le porte-vélo. Voilà, Karine qui revient sur « Il m'arrive souvent de manquer de me faire percuter par des vélos, souvent des parents avec enfants ou des trottinettes sur le trottoir. Est-ce qu'il existe une réglementation ?» Oui, il en existe une, mais vraiment, parce qu'il se dit tellement de choses, mais vraiment sur la prise de risque et sur les infractions, dans les faits, il n'y a pas de surreprésentation de ces usagers dans les infractions du Code de la route. Au contraire. On va revenir justement avant de se quitter sur un petit conseil, et merci Michael. Il nous dit, n'oubliez surtout pas d'insister, et nous insistons avec Sophie, nous en profitons, d'insister sur l'interdiction d'utiliser bien sûr le téléphone au volant qui cause beaucoup d'accidents. On a envie de passer le petit texto qui va bien, petit coup de fil, etc. Bon, on va le rappeler, et encore le rappeler. Sûr. Mais c'est pour ça, et on voit beaucoup plus de gens en voiture avec un téléphone que de cyclistes qui grillent un stop, par exemple, ou des choses comme ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est important aussi de se poser la question, quelle est un peu l'infraction que j'ai tendance à commettre moi en tant qu'automobiliste. On a souvent tendance à regarder ce qui se passe autour de nous, mais vraiment, juste, totalement sincèrement, quelle est l'infraction que moi je fais souvent? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas la reproduire? Parce que du coup, on a tous notre infraction chouchoute qu'on a tendance à faire, même si on fait attention. Donc c'est vraiment déjà en être conscient pour ensuite réfléchir à des choses à mettre en place pour éviter que ça devienne un problème un jour. Bon alors Sophie, avant de partir en vacances sereinement avec notre voiture, je vais remercier pour la réalisation toute l'équipe de Manganelli, Maxime et Julien qui est avec nous, Wilfried à Event Drive, Ludovic bien sûr chez nous. Et Roman. Sophie,
Sophie, bien sûr, la fée qui a réalisé cette émission, qui a produit cette émission aussi, Romane qui était avec nous, un grand merci à Romane. Et puis Eh oui. Sophie, c'est vraiment toujours un énorme plaisir. On apprend encore et toujours. Je vais te souhaiter bonnes vacances. Bah, merci Philippe, à toi aussi. On va vous souhaiter à tous de très bonnes vacances. Soyez bien sûr tous prudents et un très grand merci pour votre participation active aujourd'hui. À très bientôt. Bonnes vacances sous le soleil, on l'espère maintenant.